Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Blanc comme neige, épisode 4. Checker les privilèges ou renverser l'ordre. It's very uncomfortable to talk about race. It's not something I do. Quand je vivais aux États-Unis, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelait Conversation on Race sur le New York Times. Une série de vidéos de témoignages où des personnes afro-américaines, latino-américaines, asiatiques, etc. parlaient de leur expérience du racisme. I don't want to say anything. That would offend anyone. Et dans la série, il y avait aussi une vidéo où les Blancs parlaient d'eux-mêmes. Et cette vidéo m'a fascinée. I don't know. Maybe I am racist. Aujourd'hui, cette fascination m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été complètement aveugle au racisme pendant 27 ans et de commencer à m'y intéresser uniquement quand j'entends parler de la blanchité ? Moi qui suis féministe et de gauche et tout ça, est-ce que je me serais préoccupée de ce système de discrimination qui blesse et qui tue tous les jours si je n'y avais pas vu au départ une occasion de mieux me comprendre ? Le raciste en moi, mais c'est dingue. En fait, franchement, c'est fou de découvrir à quel point on est constitué par des forces sociales qu'on soupçonnait pas. La déconstruction, c'est passionnant. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus tendance à penser que mon intérêt pour la blanchité a commencé comme une forme de développement personnel un peu politisé. Une façon gauchiste de s'examiner le nombril, avec une caution radicale pour se donner bonne conscience. L'accent mis sur le privilège blanc fait débat du côté des militants antiracistes. Certains pensent que c'est pour les Blancs le début d'une réflexion indispensable pour qu'ils prennent leur place dans les luttes antiracistes. D'autres, plutôt du côté des militants antiracistes racisés, se demandent s'il ne s'agit pas d'une récupération dépolitisante qui ne fera rien pour mettre fin aux catégories raciales. La sociologue Kawthar Archi a publié dans la revue en ligne Ballast un article très critique sur l'omniprésence de la déconstruction des privilèges blancs dans les milieux antiracistes. Il s'appelle « Checker les privilèges ou renverser l'ordre » et c'est lui qui donne le titre à ce dernier épisode. Pour Kawthar Archi, cette façon de se concentrer sur les individus véhicule surtout une conception néolibérale et dépolitisante des rapports de race. Elle écrit « Le recours intensif au concept de privilège blanc signe l'avancement sinueux du néolibéralisme au cœur des pratiques politiques de résistance. » Effectivement, dans l'article en question, j'ai veillé à signaler les usages néolibéraux qui pouvaient être faits de cette notion. Non pas, je le dis très clairement, dans une perspective de déculpabilisation. Si culpabilité il y a, des groupes blancs qui cherchent à réfléchir dans une perspective antiraciste à leur propre existence, mais aussi à l'ordre racial plus général dont ils sont les bénéficiaires, mais bien dans une optique plus radicale, c'est-à-dire le fait de considérer que, en tant qu'antiraciste désireux d'abolir les catégories ethno-raciales, le fait de s'appuyer sur le privilège blanc, sur cette notion de privilège blanc, ne fait pas véritablement avancer les choses, puisque c'est une notion, comme je le disais, qui a été assez largement récupérée dans une perspective néocapitaliste typique par les pouvoirs dominants et qui font que finalement, de la volonté de mettre en avant des rapports de pouvoir, nous en sommes ramenés à mettre en avant uniquement des rapports de communication. C'est aussi une critique qui est faite par Fania Noël, militante afroféministe révolutionnaire, fondatrice du collectif afroféministe Moissy, dans un épisode de son podcast Atlantique Noir. Oui, c'est merveilleusement digestif, c'est juste ce qu'il faut d'inconfort, mais pas trop. C'est comme le dicton, là, faute avouée à moitié pardonnée. En fait, c'est exactement ça. Et c'est dire, admettre qu'on a des privilèges, et après, on est à moitié pardonné. Et après, c'est bien, parce qu'après, on a un petit boost de dopamine, après on est récompensé, parce qu'on a fait quelque chose de bien. Et après, c'est tout. Et après, c'est tout.
Comme Kawthar Archi, Fania Noël est très sceptique sur le pouvoir politique d'une telle notion. C'est différent du rapport de force, c'est différent du pouvoir. Et je pense que la question du privilège, elle permet d'évacuer, comme au début, quand je parlais, voilà, le néolibéralisme qui essaie de reprendre le féminisme, et les conservateurs ou le capitalisme plus traditionnel, là pareil, en fait je pense que c'est une reprise du néolibéralisme de pacification. Centralisé sur le privilège blanc, c'est une manière de pacifier les rapports de domination en disant on reconnaît. Les Américains sont extrêmement forts pour ça. Le Parti démocrate, il est extrêmement fort, mais le plus fort de ça, c'est vraiment les Canadiens, là. Justin Trudeau, lui, c'est le plus fort. Pleurer, porter des chaussettes, etc. Ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ils vont continuer la politique de colonisation du Canada, la politique d'exploitation pétrolière, les politiques racistes, mais ils reconnaissent tout. Donc, c'est merveilleux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une stratégie très néolibérale de pacification. As leaders and allies, we must do the hard work needed to listen and learn. We must ensure that everyone is safe and respected. Et ça peut marcher parce qu'en fait, ça apporte du réconfort aux personnes qui subissent du racisme parce qu'en fait, il y a la question de, c'est pas que dans sa tête. Donc, si au moins la personne elle reconnaît, ça veut dire que ça existe pour de vrai et ça donne l'impression qu'on a du pouvoir parce qu'on a réussi à obtenir quelque chose, on a réussi à faire ça et ça reste dans l'émotionnel parce qu'on est là en transaction, donc la personne elle reconnaît sa culpabilité, donc on s'en sent mieux, mais ça c'est pas la politique. La politique c'est le rapport de force, c'est la confrontation et c'est la lutte pour le pouvoir. C'est la lutte pour le pouvoir, pour l'hégémonie dans le sens pas être totalitariste, mais pour une sorte d'hégémonie conceptuelle et idéologique. Et ça demande beaucoup plus que des gens qui reconnaissent leur privilège. Kawthar Archi met même en doute l'intérêt politique de la notion de privilège, qui passe à côté, selon elle, du centre de la discrimination raciale. Des avantages en moins, certes, mais surtout des droits différents et une vie différente. Fondamentalement, le racisme assigne une valeur différente à la vie d'une personne selon la catégorie à laquelle elle est rattachée. Et cela dessine des formes de vie très différentes que le simple terme de privilège ne reflète pas. Le privilège ne peut pas être défini uniquement à partir de choses que l'on quantifie et que l'on mesure. Il y a d'autres choses qui ne relèvent non pas du quantitatif, mais bien du qualitatif, de l'expérience existentielle. Le droit de vivre ou la forte chance de se voir tuer, de se voir assassiner. Typiquement, si on prend les très très grandes catégories ici mises en jeu par le racisme. Donc il me semble que cette notion de privilège attire beaucoup l'attention sur la quantité en laissant dans l'ombre la pénalisation de la qualité de l'existence. Et cette dimension-là, qui est absolument centrale dans les logiques de racialisation et de déshumanisation par le racisme, sont mises de côté. C'est pour ça que Kawthar Archi préfère parler de lutte pour des droits plutôt que de privilèges. Et à partir du moment où elles sont mises de côté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'approche analytique, dans l'approche critique qui est choisie. C'est pour ça que l'approche en termes de droit, même si tout ne peut pas à nouveau être réduit en termes strictement juridiques, me semble encore un peu plus intéressant, voire encore beaucoup plus intéressant que cette approche par le privilège, puisqu'ici, il n'est plus question de soustraire, mais il est bien question de reconnaître, il est bien question de redonner à des personnes dont l'accès au droit est empêché, ou en tout cas est freiné, la possibilité d'y recourir de manière directe et selon un principe égalitaire. Donc, la question, lorsque les militants antiracistes travaillent et luttent et s'organisent dans cette perspective, et c'est le cas en France notamment, si on parle de l'exemple le plus proche de nous, ce qui est revendiqué, c'est la justice, ce qui est revendiqué, c'est le droit de vivre, ce qui est revendiqué, c'est le droit d'accéder
à la justice, ce n'est pas la volonté de retirer à qui que ce soit les privilèges qui sont les siens. Et je crois que dans ces perspectives-là, on est vraiment face à une perspective politique au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire l'exigence du démantèlement, l'exigence de l'abolition, de la destruction du système raciste tel qu'il prévaut et organise la société française dans son ensemble. Et cet ordre raciste n'est pas ébranlé du tout par le fait de reconnaître ses privilèges. C'est ce que rappelle la chercheuse féministe Sarah Ahmed dans un article traduit en français sous le titre « Déclaration de blanchité, la non-performativité de l'antiracisme ». Quelque chose qui est non performatif, c'est quelque chose qui ne fait pas ce qu'il dit. Dans cet article, Sarah Ahmed fait plusieurs critiques importantes de cette attention soudain portée à la blanchité. Elle rappelle d'abord que la blanchité n'est une découverte que pour les Blancs, parce que les personnes qui subissent le racisme en connaissent l'existence depuis très longtemps. Elle dit ensuite que tout ce discours sur la blanchité contribue à la remettre au centre de l'attention, en reproduisant les mêmes logiques qui veulent que ce qui concerne les Blancs est toujours plus important. Enfin, elle revient sur les déclarations de privilèges des Blancs et les aveux de culpabilité de façon très critique. Et elle écrit « Or, je considère que la déclaration de sa blanchité, voire l'aveu de son propre racisme conçu comme preuve d'un engagement antiraciste, ne fait pas ce qu'elle énonce. En d'autres termes, faire de la blanchité un objet de discours, aussi critique soit-il, n'est pas une action antiraciste et n'engage pas nécessairement un État, une institution ou une personne dans une forme d'action que nous pourrions qualifier d'antiraciste. » Alors, que serait une action antiraciste blanche ? On parle beaucoup de position d'alliés. Cesser de définir les objectifs de lutte à la place des personnes concernées, se taire et écouter. Aux États-Unis, dans le sillage des mouvements Black Lives Matter, des activistes antiracistes blancs ont créé des groupes pour se réunir et travailler ensemble sur leur position blanche. Julien Talpin, le sociologue des discriminations qu'on a entendu dans le premier épisode, a assisté à plusieurs de ces réunions. Donc ces mouvements antiracistes blancs passent beaucoup par des groupes de parole en fait, qui visent à déconstruire sa position de blanc dans la société raciste américaine, et ce d'autant plus que c'est des mouvements qui ont une approche très systémique de ce qu'est le racisme, qui néanmoins prend la forme d'une déconstruction aussi des micro-agressions dont on peut faire preuve à l'égard des minorités racisées sans en avoir forcément conscience. Et donc il y a tout un travail par la discussion collective, c'est des lectures et des discussions où chacun vient un peu avec son exemple, son anecdote, où on sent qu'on a dit une connerie. On a pris trop de place. On a demandé, au fond, à telle personne d'où elle venait. On lui a demandé de s'expliquer. On l'a traitée différemment parce qu'elle n'était pas blanche. Et c'est au fond, ces traumatismes, en tant que personne qui se voudrait être un bon blanc, qu'ils essayent de déconstruire en les mettant sur la table collectivement par la discussion. Quand j'ai lu la description que Julien Talpin en fait dans un article pour la revue Mouvement, j'ai été assez enthousiasmée par l'idée d'un espace où parler de sa position de blanc, s'éduquer et trouver des solutions sans faire peser ça sur les personnes racisées. Un espace qui pourrait réfléchir et structurer ce que serait une position d'allié fructueuse au service des mouvements portés par les personnes racisées. Or, ça pourrait être importable en France. Moi, je pense qu'on a besoin, en tout cas, d'espace pour réfléchir à la blanchité, d'un point de vue politique, et à ce que devrait être le rôle d'allié des mouvements antiracistes aujourd'hui en France. Donc, peut-être qu'une première étape, déjà, ce serait de fédérer les alliés, en fait, des groupes minoritaires. Une deuxième étape, ensuite, ce serait d'avoir un travail qui serait réflexif, en fait, sur qu'est-ce que c'est que ce rôle d'allié des luttes minoritaires et antiracistes, et peut-être, pour aller encore plus loin, d'avoir un travail personnel, individuel, réflexif sur son rôle à soi dans la reproduction éventuelle des micro-agressions ou de pratiques racistes dont on peut faire l'objet à l'égard de minorités sans s'en rendre compte. Entrer dans la lutte antiraciste ne sera pas facile. Il y aura des moments d'inconfort,
des moments où la structure raciale de la société reviendra en force dans les relations politiques et interpersonnelles, qui ne sont jamais vraiment séparées. Mais cet inconfort est la condition même du vrai travail, rappelle Robin DiAngelo. You have to be willing to endure some pretty deep discomfort. Il faut être capable de supporter un inconfort assez profond. Il faut cesser de penser que le confort nous est dû parce que nous sommes blancs. C'est une autre dimension du fait d'être blanc. Nous vivons dans des sociétés racistes dans lesquelles nous sommes à l'aise. Et nous finissons par estimer que si nous sommes mal à l'aise dans des contextes liés à la question raciale, c'est une rupture du contrat social qui nous met en colère et sur la défensive. And then we respond with upset and defensiveness. Dans le collectif antiraciste dont je fais partie, je suis souvent en minorité raciale. Sortie de mon entre-soi blanc, j'ai l'impression que ma blanchité est ultra visible, comme ma classe sociale. Je me sens ignorante, je me demande si j'ai bien fait, comment va être interprétée telle ou telle remarque, si je prends trop de place ou pas assez. L'inconfort, ce n'est pas un vain mot. Ça veut dire du malaise, de la gêne, des conflits. Ça veut dire se mettre en situation de reproduire sa supériorité blanche, par exemple, et blesser des personnes à qui on tenait. Ça veut dire aussi accepter de ne pas se sentir à sa place, de devoir se taire, de ne plus savoir comment et quand parler. De se trouver comme un mec dans un groupe féministe, un peu périphérique, un peu largué, plein de bonne volonté mais pas nécessairement pertinent. Et ça, c'est pas simple quand on n'a pas été habitué à ça. Mais c'est pas une raison de ne pas le faire. Et on peut aussi développer des outils pour faire face à l'inconfort qui naît de ce travail politique. Je crois précisément que les personnes blanches doivent défaire la supériorité blanche. Ce n'est pas aux personnes de couleur de le faire, c'est à nous les blancs, parce que c'est à nous que le système profite. Et donc, c'est à nous de céder du pouvoir et de démanteler ce système et d'y faire de l'espace pour les personnes de couleur. Claire Haas est une coach antiraciste américaine qui travaille avec des blancs. Avec eux, elle examine comment la supériorité blanche se manifeste dans leurs relations et comment réparer les torts faits à des personnes racisées. Son approche reconnaît qu'il existe une dimension interpersonnelle au racisme et que travailler sur ces relations contribue à rendre possible l'action collective. Elle développe ce qu'on pourrait appeler une résilience à l'inconfort et des pratiques de réparation. C'est inévitable que les êtres humains se blessent les uns les autres, surtout compte tenu du système dans lequel nous vivons, le capitalisme. Nous sommes voués à faire du mal à des gens, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et donc je reconnais ça, je reconnais qu'en tant que personne vivant dans un corps blanc, je vais blesser quelqu'un. Mais l'aspect important du travail, c'est de ne pas fuir la situation quand elle se produit. S'entraîner à supporter l'inconfort, pour rester dans une relation inconfortable, c'est essentiel pour mener un travail antiraciste, pour pouvoir sortir de l'entre-soi blanc, y compris en contexte politique. So we're like, I'm really uncomfortable, so I'm not gonna say anything. I'm gonna hide. I'm not gonna come forward in action. Et donc, par exemple, je suis très mal à l'aise, alors je ne dis rien. Je me cache, je ne m'implique pas dans l'action. Mais nous n'allons pas changer le système dans lequel nous vivons en nous cachant. Si nous voulons réellement changer la supériorité blanche, nous devons nous montrer à la hauteur et faire notre part. Nous devons agir. Cette action peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être se retirer d'une interaction blessante quand elle advient. So many different things. It's interrupting harm when it's happening, but it's also being willing to put our bodies on the line. Ça peut être aussi s'impliquer corporellement en mettant nos corps en jeu dans la rue. Et je pense que nous devons cultiver collectivement ce sens de la sécurité et de l'inconfort pour être capables de se montrer à la hauteur et de mettre nos corps en jeu quand ce sera nécessaire. Oui, je pense qu'il faut le faire, qu'il faut s'entraîner à supporter l'inconfort en s'y exposant, tout simplement. Doing it. I think we have to practice being uncomfortable by doing it.
Le travail sur soi et sur les relations devient alors autre chose qu'un outil de développement personnel politisé. Il permet l'action collective et le changement social. Il sert à dépersonnaliser des dynamiques qui peuvent surgir dans des relations, à dénouer ce qui relève des dynamiques raciales dans des situations a priori anodines. Pour, par exemple, ne pas fuir quand un conflit se présente dans un collectif mixte, ou apprendre à ne plus respecter la solidarité blanche et dénoncer le racisme là où nous vivons, dans les espaces blancs. Donc moi, ce que j'attends, c'est que les gens soient dans les endroits où ils font la différence. Et c'est pas dans, je parle pour ce que je connais, c'est pas dans les organisations noires que des personnes qui reconnaissent leurs privilèges ou qui veulent être alliées vont faire la différence, surtout à l'heure où on est. Là, il faut faire la différence et dans des endroits qui ont manqué des rendez-vous historiques avec leur base, avec ce qu'ils pensaient représenter, pour les pousser à être parfois pas confortables, mais à avancer. C'est là où ça fait la différence. Sur la page de Programme B, vous trouverez des liens, des ressources pour commencer à faire la différence. Mais on n'en sait pas plus que vous. Comme me l'a dit Claire Haas, en vérité, tout le monde navigue à vue. So I for a long time, like I've just wanted someone else to tell me the answers on this stuff. Pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'est que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Je rêvais d'une figure antiraciste blanche plus âgée que moi, qui aurait tout compris et qui pourrait me mettre tout ça dans un joli petit paquet en me disant « Voilà, c'est ce qu'il faut faire ». Et ça a été très difficile de comprendre qu'en réalité, personne ne sait ce qu'il faut faire et de voir des figures antiracistes blanches n'avoir pas du tout trouvé ce qu'il faut faire. Et me dire « Oh non, ça veut dire qu'il va falloir imaginer ensemble ce qu'il faut faire ». Et ça paraît souvent tellement difficile. And I've really had to sit with this. It's been so hard for me over the last couple of years to be like, okay. C'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à accepter. Ça a été très dur ces dernières années de me dire « Ok, ça veut dire qu'on doit faire notre part sans aller chercher de réponses ailleurs, juste en se disant qu'on est prêt à prendre des risques, qu'on va tenter quelque chose sur la base d'une hypothèse et qu'on va voir ce qui se passe. Et qu'on espère qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra après nous avec une idée encore meilleure et qu'on pourra apprendre à notre tour. » And to hope that like someone else comes up with something even better, and that we can learn from them. J'aimerais bien vous donner une conclusion bien nette et bien propre sur mon expérience de blanche et ce que j'ai appris de mon parcours. Mais je n'ai pas de leçon à donner et pas de message à vous transmettre. Si ce n'est que je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et que je souhaite que ces 4 épisodes vous aient aidé à comprendre comment la blanchité agit dans la société française, à quel point elle est destructrice et comment elle agit aussi en nous. À commencer à démêler ce qu'elle nous lègue et comment nous pouvons le reproduire, le favoriser ou le contrecarrer. Nous ne sommes pas responsables de ce dont nous héritons, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Merci à Claire Richard et Adèle El-Madani pour cette série qui vient clore la saison de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé, pensé, imaginé avec Lauren Bess, avec l'aide de David Carzon et de toute l'équipe de Binge Audio que je remercie chaleureusement pour leur soutien et leur enthousiasme. Remerciements tout pareil aux auteurs et autrices, aux réalisateurs et réalisatrices qui se sont succédés tout au long de cette très belle saison. Et puis merci à vous qui nous écoutez toujours plus nombreuses et plus nombreux. C'est une joie réelle de vous savoir à chaque fois présent. Le temps de l'été, Programme B passe en mode hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le démarrage de la série qui va nous accompagner en juillet et en août. Merci encore et à très vite.